Bonjour, chers étudiants. Aujourd'hui, nous allons étudier l'anatomie du bulbe oculaire. Voici les prérequis. Anatomie générale, l'ostologie du crâne et de la face, ostologie de la cavité orbitaire. À la fin de cette leçon, vous devrez être capable de définir le bulbe oculaire, d'énumérer les trois enveloppes concentriques du bulbe oculaire, de citer les parties de la tunique fibreuse du bulbe oculaire, de décrire la cornée, d'énumérer les structures formant la tunique vasculaire du bulbe oculaire, de citer les deux principales portions de la rétine, d'énumérer le contenu du bulbe oculaire et de donner le nom de l'artère irriguant le bulbe oculaire. Afin d'atteindre ces objectifs, la leçon se déroulera selon le plan que voici. Après un chapitre de généralité, nous aborderons successivement l'anatomie descriptive, la vascularisation. Avant de conclure, nous parlerons des explorations et applications. Conformément au plan annoncé, abordons la définition dans le premier sous-chapitre des généralités. Le bulbe oculaire est un organe pair de forme sphérique logé dans l'orbite dont la paroi est constituée de trois enveloppes entourant les milieux transparents et qui reçoit et transmet au cerveau les impressions lumineuses. Il est également nommé l'œil ou globe oculaire. Cette définition suscite un intérêt qui va constituer le deuxième sous-chapitre des généralités. L'intérêt de l'étude anatomique du bulbe oculaire est double. Tout d'abord, il est physiologique. La vue est le plus sollicitée de nos cinq sens. C'est grâce à la vue que nous pouvons percevoir les couleurs, les formes, les positions. C'est grâce à la vue que nous pouvons intégrer et apprécier le monde qui nous entoure. C'est grâce à elle que nous pouvons communiquer avec les autres également. Elle nous permet aussi d'admirer nos proches, de contempler la nature, d'observer un tableau, de lire un livre, se déplacer, travailler, créer, etc. La vue est un bien précieux. L'œil en est le premier vecteur. Ensuite, l'intérêt est pathologique. L'œil peut être le sujet de plusieurs pathologies. Nous mentionnons particulièrement le glaucome et la cataracte que nous détaillerons dans le dernier chapitre de la leçon. Afin de faciliter la compréhension de la leçon, faisons un rappel embryologique dans le troisième sous-chapitre de généralité. Ici, nous avons une structure schématique du disque tridermique et de ses sacs embryonnaires. Pour comprendre la mise en place du système nerveux primordial, il faut décrire l'embryon quelque temps avant l'apparition du système nerveux embryonnaire, juste avant le 18e jour. L'embryon se compose de trois feuillets. Ce stade s'appelle la gastrulation. Nous avons l'ectoderme ici, nous avons le mésoderme et ici nous avons l'endoderme. Ces trois tissus fondamentaux forment les trois couches de cellules, c'est-à-dire l'ectoblaste, le mésoblaste et l'endoblaste. L'ectoblaste donnera l'épiblaste et le neuroblaste. Le mésoblaste donnera les muscles et les os et l'endoblaste donnera les viscères. Nous allons plutôt nous intéresser à l'ectoblaste. L'ectoblaste se transforme en plaque neurale au 18e jour du développement. Une fois l'ectoderme s'épaissit pour former la plaque neurale et cette formation se fait au 18e jour du développement. La plaque neurale est marquée à son centre par un sillon qui suit l'axe longitudinal de l'embryon.
La plaque neurale s'allonge dans le sens rostrocaudal, c'est-à-dire d'avant en arrière, et cet allongement est visible sur la face dorsale de l'embryon. La plaque neurale va commencer à se creuser à partir de son milieu afin de former ce qu'on appelle la gouttière neurale. Donc la gouttière neurale, les bords de la gouttière neurale prolifèrent et donnent les crêtes neurales. Et ces bords-là finissent par se rapprocher afin de former le tube neural. Donc le tube neural est ainsi formé, les crêtes neurales se rejoignent comme je l'ai dit tantôt, et ainsi la gouttière neurale se ferme. Les crêtes se séparent ensuite de l'ancienne gouttière et forment un filet contenu au-dessus du tube neural primaire, nœud de la fermeture de la gouttière. À ce moment-là, le tissu nerveux est entré dans l'embryon. Il est recouvert par l'ectoderme. Ensuite, nous allons aboutir à la formation de trois vésicules. Ici, nous avons le prosencéphale, le mésencéphale et le rhombencéphale. C'est ce qu'on appelle les stades des trois vésicules en vue latérale. Donc, c'est cette vésicule que je viens de vous montrer qui est le prosencéphale. Donc, le prosencéphale va présenter, ici, ça c'est une coupe transversale selon AB, c'est-à-dire que la vue latérale de l'embryon au 22e jour. Donc là, on a réalisé une coupe à ce niveau et c'est cette coupe-là que nous voyons ici. Donc, sur cette coupe, on voit cette coupe transversale, donc on voit ici ce qu'on appelle la vésicule optique et l'intérieur correspond à la première vésicule que je vous ai montrée au stade de trois vésicules, c'est-à-dire le prosencéphale. C'est la partie latérale du prosencéphale qui commence à s'invaginer pour former ce qu'on appelle la vésicule optique. Donc voici ici la vésicule optique. Donc pour bien comprendre l'embryogénèse du bulbe oculaire, il faudrait savoir qu'il y a des structures, il y a plusieurs structures. Il y a des structures oculaires qui vont dériver de la vésicule que je vous ai montré sur la vue latérale, c'est-à-dire le prosencéphale. Ces dérivés sont la rétine neurosensorielle, la rétine pigmentaire, les muscles pupillaires et les muscles ciliaires. Donc ce sont ces structures-là qui vont prendre naissance à partir du prosencéphale. Donc en effet, il se forme une évagination au niveau de chaque paroi latérale que vous voyez, au niveau de chaque paroi latérale du prosencéphale. Cette évagination est nommé ce qu'on appelle le pédoncule optique. Donc le pédoncule optique se termine par la vésicule optique. Donc vous avez le pédoncule optique et il se termine par la vésicule optique. La vésicule optique que vous voyez ici forme la cupule optique et la fissure optique. Donc, la cupule optique va donner deux éléments, la fissure optique et la cupule optique. La formation de ces deux éléments, c'est-à-dire la cupule optique et la vésicule optique, découle de l'invagination de la vésicule optique. C'est l'invagination de l'extrémité de la vésicule optique qui forme ce qu'on appelle la cupule optique. Et c'est l'invagination de la paroi de la vésicule optique
de la paroi ventrale, de la vésicule optique qui forme la fissure optique contenant les vaisseaux hyaloïdiens. Donc le pédoncule optique se termine par la vésicule optique. Donc ici nous avons le pédoncule optique, il va se terminer par la vésicule optique que vous voyez à ce niveau. Cette vésicule optique forme ce qu'on appelle la cupule optique, que vous voyez à ce niveau, et la fissure optique à ce niveau-là. Donc nous retenons que la vésicule optique est formée par la cupule optique et la fissure optique. La formation de la cupule optique et de la fissure optique découle de l'invagination de la vésicule optique, je l'ai dit tantôt. C'est l'invagination de l'extrémité de la vésicule optique qui forme la cupule optique. Donc ici vous avez l'extrémité de la vésicule qui va s'invaginer afin de former la cupule optique. Et c'est l'invagination de la paroi latérale de la vésicule optique qui forme la fissure optique. Cette fissure optique contient les vaisseaux hyaloïdiens. Nous allons maintenant voir les structures qui dérivent de l'épiblase. Les structures qui dérivent de l'épiblase sont les cristallins, les paupières et l'appareil lacrymal. Ici, nous avons une coupe sagittale qui montre le développement de l'œil au stade de l'embryon de 7 semaines. Donc ici, nous avons l'épiblaste. Là, nous avons les cristallins. Et là, à l'intérieur, 3, nous avons la cavité cristallinienne. Et en 4, nous avons le mésoblaste. Et en 5, nous avons l'espace intrarétinien. Donc, nous retenons que les structures qui dérivent de l'épiblaste sont les cristallins, les paupières et l'appareil lacrymal. Les cristallins dérivent de la vésicule cristallinienne, comme nous l'avons dit tantôt. Donc, la vésicule cristallinienne qui va donner naissance aux cristallins. En effet, l'épiblaste qui est à ce niveau, adjacent aux vésicules cristalliniennes, s'épaissit, puis il forme le placode cristallinien. Ce placode cristallinien s'invagine pour former la vésicule optique. C'est cette vésicule optique qui s'isole et devient par la suite les cristallins. Les paupières et l'appareil lacrymal proviennent des déplis épiblastiques. L'épiblaste optique donne naissance à l'épithélium antérieur de la cornée et la glande lacrymale. L'épiblaste du sillon naso-lacrymal donne naissance au conduit lacrymonasal et au sac lacrymal. Nous allons à présent parler des structures naissant du mésenchyme. Les structures qui naissent du mésenchyme sont la chambre antérieure de l'œil, la chambre postérieure de l'œil, la pupille, la tunique vasculaire, la sclère, la partie profonde de la cornée, la chambre vitrée, encore appelée le corps vitré, les vaisseaux hyaloïdiens et les muscles extrinsèques du bulbe oculaire.
Donc ici, nous avons une coupe sagittale qui montre le développement de l'embryon au stade de 15 semaines. Nous avons à ce niveau ce qu'on appelle la chambre antérieure. Ici, nous avons en avant la cornée qui est déjà formée. Et au centre, nous avons la pupille. Donc, vous savez que la pupille, c'est l'orifice central au niveau de l'iris. Et là, nous avons la chambre postérieure, en avant du cristallin. Les deux chambres, antérieure et postérieure, sont en avant du cristallin. Et là, nous avons la paupière, donc le début de formation de la paupière. Et là, nous avons une tunique de l'œil qui est la sclère, avec là la choroïde, donc la tunique vasculaire. Et là, nous avons la rétine, la rétine à ce niveau, la rétine pigmentaire. Et ici, nous avons la rétine neurosensorielle, avec le départ du nerf optique au niveau du pôle postérieur du bulbe oculaire et la présence de la dulmère qui entoure le nerf optique. Donc, afin d'expliquer l'organogenèse des dérivés du mésencéphale, il est important de se rappeler que le mésenchyme situé en avant de la vésicule cristallinienne laisse apparaître deux fissures séparées par la membrane pupillaire. Donc il y a deux fissures qui sont séparées par la membrane pupillaire. Cette notion est très importante à comprendre dans l'organogenèse de l'œil. Donc la première fissure, c'est la première fissure qui va donner naissance à la chambre antérieure. Donc la première fissure donne naissance à la chambre antérieure. La deuxième fissure donne naissance à la chambre postérieure que vous voyez à ce niveau. La membrane pupillaire qui sépare la fissure primaire, c'est-à-dire la première fissure, et la deuxième fissure se résorbe, c'est-à-dire disparaît et devient ce qu'on appelle la pupille, c'est-à-dire l'ouverture centrale de l'iris. Donc le mésenchyme qui entoure la cupule optique donne naissance à la tunique vasculaire, de l'œil, à la partie profonde de la cornée, à la chambre vitrée, encore appelé le corps vitré, et au vaisseau hyaloïdien. Donc ce mésenchyme qui entoure la cupule optique donne naissance à plusieurs éléments. Nous retenons la tunique vasculaire, la partie profonde de la cornée, la chambre antérieure, la chambre postérieure de l'œil et les vaisseaux hyaloïdiens. Donc le mésenchyme qui entoure la plaque précordale donne naissance aux muscles intrinsèques du bulbe oculaire. Ces considérations générales vont nous permettre d'entamer le deuxième chapitre de la leçon dénommée Anatomie descriptive. Nous allons commencer par le bulbe oculaire. Afin d'étudier l'anatomie du bulbe oculaire, nous allons successivement parler du bulbe oculaire ou encore de l'œil, et puis nous parlerons du contenu du bulbe oculaire. L'œil, encore appelé le bulbe oculaire, est formé de trois enveloppes concentriques qui sont la tunique fibreuse du bulbe oculaire,
la tunique vasculaire du bulbe oculaire et la tunique interne, encore appelée la rétine. Donc, nous allons à présent parler de la description de l'œil. Pour la description de l'œil, nous allons aborder successivement les dimensions. Ensuite, on parlera de la tunique fibreuse du bulbe oculaire, de la tunique vasculaire du bulbe oculaire et enfin de la tunique externe de la tunique interne ou la rétine. Donc voici les dimensions moyennes de l'œil. L'œil mesure 24 mm de diamètre. Il pèse entre 7 et 8 grammes. Nous allons à présent aborder la tunique fibreuse du bulbe oculaire. Donc voici une coupe du bulbe oculaire montrant la tunique fibreuse. La tunique fibreuse du bulbe oculaire s'appelle la sclère ou la sclérotique. C'est la couche externe de l'œil ou du bulbe oculaire. Elle représente l'enveloppe externe très résistante au niveau du bulbe oculaire. Sa couleur est blanchâtre. C'est au niveau de la sclère que s'insèrent les muscles oculomoteurs. Ici, nous avons une vue antérieure. Nous avons ici la couche externe de l'œil qui représente la sclère ou la sclérotique. C'est cette couche qui permet l'insertion aux muscles oculomoteurs. Ici, nous avons le muscle droit supérieur. En bas et en face, nous avons le muscle droit inférieur. Latéralement, nous avons le muscle droit latéral. Et médialement, nous avons le muscle droit médial. Avec en haut le muscle oblique supérieur et en bas le muscle oblique inférieur. Donc l'ensemble de ces 6 muscles oculomoteurs s'insèrent sur la sclérotique ou la sclère de l'œil. La sclère ou la sclérotique présente 2 ouvertures, une ouverture en avant et une ouverture au niveau de son pôle postérieur. En avant, nous avons cette ouverture transparente qui est fermée par une enveloppe qu'on appelle la cornée. Au niveau de son pôle postérieur, nous avons l'ouverture qui correspond à l'orifice du nerf optique, donc l'orifice de la 2e paire crânienne. Donc la cornée représente une surface frontale et c'est la partie claire de l'œil. La cornée se trouve devant l'iris et la pupille. C'est au niveau de la cornée que pénètre la lumière dans l'œil. Donc la lumière traverse comme ça la cornée et en ce moment, elle pourra pénétrer dans l'œil. La cornée vue de face est plus large que haute, c'est-à-dire cette longueur est plus grande que par rapport à la longueur quand la cornée est vue de face. Mais ici, nous avons une coupe de la cornée, ce qui donne l'impression que sa longueur est plus grande par rapport à sa largeur. Mais quand on regarde la cornée de face, elle est plus large que haute. Son diamètre horizontal fait environ 12 mm. Son diamètre vertical, 11 mm, avec une épaisseur centrale moyenne de 550 microns. Donc ici, nous avons les 3 tuniques de l'œil avec un grossissement au niveau de la cornée qui nous montre que la cornée est constituée de 5 couches. Donc ces 5 couches sont
de l'extérieur vers l'intérieur, ce qu'on appelle l'épithélium cornéen, que vous voyez ici. Ensuite, nous avons la limitante antérieure. Et ensuite, nous avons la substance propre de la cornée. Après vient la limitante postérieure. Et enfin, nous avons l'endothélium. Donc, il constitue la 5e couche au niveau de la cornée. Abordons à présent la 2e tunique du bulbe oculaire, qui est la tunique vasculaire. La tunique vasculaire du bulbe oculaire présente à décrire la choroïde, l'iris qui est percé de la pupille, le corps ciliaire et l'angle irido-cornéen. Tout d'abord, voyons les détails qui concernent la choroïde. Ici, nous avons une coupe du bulbe oculaire montrant la tunique vasculaire. Donc, c'est cette partie qu'on appelle la choroïde qui, en fait, représente une membrane vasculaire. On appelle également la choroïde l'UV du bulbe oculaire. La choroïde, du point de vue situation, est située entre la sclère, je vous ai dit, entre la sclère qui se trouve ici, la couche externe, donc voici la sclère, et la rétine qui est la 3e couche au niveau du bulbe oculaire. Donc vous comprendrez bien que la choroïde se trouve entre ces 2 couches-là. La choroïde possède ce qu'on appelle au niveau de son corps la mélanine qui en fait permet d'absorber la lumière. Donc nous avons vu que la lumière pénétrait par la cornée. Cette lumière est absorbée au niveau de la choroïde par la mélanine qui s'y trouve. Ainsi, la choroïde empêche la lumière de se diffuser à l'intérieur du bulbe oculaire. Donc, en avant de la choroïde, nous avons une structure qui forme ce qu'on appelle le corps ciliaire. Donc ici, en avant, nous avons cette structure-là appelée le corps ciliaire. Donc le corps ciliaire, c'est au niveau du corps ciliaire que nous avons la sécrétion de l'humeur aqueuse. En fait, il y a des éléments qui se trouvent au niveau, à la face postérieure de ce corps ciliaire, qui sont les processus ciliaires, qui vont sécréter un liquide appelé l'humeur aqueuse. Donc le rôle de la choroïde, c'est de permettre entre autres la nutrition et l'oxygénation de la tunique nerveuse qui se trouve à sa face profonde, qui est la rétine. Elle joue également un rôle dans la fonction immunitaire, dans la régulation thermique et les échanges, dans la régulation thermique et les échanges entre les fluides et les métaboliques. Un autre rôle important, c'est le maintien, son maintien avec la rétine par des adhérences rétiniennes. Il ne doit pas avoir un décollement entre la choroïde et la rétine. Nous allons à présent parler de l'iris. Donc l'iris, c'est une membrane circulaire qui se trouve ici en avant du corps ciliaire. Cette membrane circulaire est contractile et elle occupe la face antérieure du bulbe oculaire. Elle va former la partie colorée
visible de l'œil et elle fait suite, comme nous l'avons dit, à la choroïde. Donc, quelle est la situation de l'iris? Donc, ici, vous voyez l'iris qui est là. Donc, l'iris est situé entre le cristallin, que vous voyez ici, et la choroïde, et la cornée, pardon, cette membrane transparente. Donc, l'iris prend place entre la cornée et les cristallins. Au niveau de l'iris, nous avons un orifice. Ici, nous avons un orifice qui constitue ce qu'on appelle la pupille. Donc, la contraction et la dilatation de l'iris sont contrôlés par deux muscles antagonistes. Il y a le muscle sphincter pupillaire qui est innervé par les nerfs oculomoteurs et le muscle dilatateur de la pupille. Donc, voici ce qu'on appelle la mydriase qui correspond à la pupille dilatée. Donc, dilatation de l'iris due par le relâchement du sphincter, du muscle sphincter et la contraction du muscle dilatateur. C'est ce qu'on appelle la mydriase en médecine. L'autre image nous montre ce qu'on appelle le myosis, qui correspond à la contraction de la pupille par la contraction du muscle sphincter de l'iris. Donc voici sur une image photographique ce qu'on appelle la mydriase, donc la dilatation de la pupille par le relâchement du muscle sphincter et par la contraction du muscle dilatateur. Donc cette image nous montre ce qu'on appelle le myosis. Donc vous voyez les rétrécissements de la pupille par la contraction de la pupille et de l'iris due à la contraction du muscle sphincter. Nous allons à présent parler du corps ciliaire. Donc voici le corps ciliaire à ce niveau. Donc nous avons le corps ciliaire. Là, sur une vue de coupe sagittale. Donc le corps ciliaire forme la partie antérieure de la choroïde. Ce corps ciliaire permettent la fixation du cristallin. Donc vous regardez les deux pôles du cristallin, ils sont fixés par l'intermédiaire des structures tendineuses qu'on appelle les ligaments nodulaires. Donc le corps ciliaire ou les corps ciliaires vont permettre là de fixer le cristallin. Au niveau de la face postérieure du corps ciliaire se trouve ce qu'on appelle les process ciliaires qui vont sécréter l'humeur aqueuse, comme je l'ai dit tantôt. Donc sur le corps ciliaire se fixe une série de fibres appelées la zonule des îles qui permet de maintenir les cristallins en place. Donc nous avons au niveau des corps ciliaires le muscle lisse, donc un muscle à contraction involontaire qui permet de réaliser le phénomène d'accommodation, cela par action coordonnée de ces deux composantes. Parlons à présent de la pupille. Donc voici la pupille qui correspond à l'ouverture centrale et circulaire au niveau de l'iris. Donc ici vous avez l'iris, là en coupe,
et là vous avez l'iris en coupe. Et entre ces deux, vous avez une ouverture centrale. Cette ouverture centrale correspond à la pupille. Quand la lumière traverse la cornée, elle traverse également la pupille avant de traverser les cristallins. Parlons à présent de l'angle irido-cornéen. Donc voici l'angle irido-cornéen sur une coupe sagittale. L'angle irido-cornéen est délimité par la face antérieure de l'iris. Ici vous voyez la face antérieure de l'iris et la face postérieure de la cornée. Donc c'est l'angle formé par la face antérieure de l'iris et la face postérieure de la cornée qui est l'angle irido-cornéen. Au niveau de cet angle, nous avons des trabéculums et ce sont ces trabéculums qui drainent le liquide produit au niveau des corps ciliaires qui est l'humeur aqueuse dans la chambre antérieure de l'œil vers l'organe de Schlemm que vous voyez ici. Donc l'organe de Schlemm qui est improprement appelé canal de Schlemm. Donc l'angle irido-cornéen, vous retenez que c'est le lieu de résorption de l'humeur aqueuse par l'organe de Schlemm, ce qui fait toute son importance. En cas d'obstruction au niveau de l'angle irido-cornéen, cela aboutit à l'augmentation de la pression intraoculaire et on parlera de glaucome. Donc ici, voici une vue agrandie de l'angle irido-cornéen. Donc vous voyez la face antérieure de l'iris et la face postérieure de la cornée. Donc c'est ici qu'on appelle l'angle irido-cornéen. Donc voici l'anatomie de l'œil normal. Donc vous voyez l'angle irido-cornéen, l'humeur aqueuse est produite au niveau des process ciliaires et cette humeur aqueuse est drainée dans la chambre antérieure vers l'angle irido-cornéen où se passe la résorption du liquide ou de l'humeur aqueuse. En cas de glaucome, qui est une maladie fréquente, nous avons une obstruction au niveau de l'angle irido-cornéen. Par conséquent, l'humeur aqueuse qui est produite par les process ciliaires au niveau de la face postérieure du corps ciliaire n'est plus résorbée. Donc du coup, on aura une augmentation dans l'enceinte de l'œil, dans la cavité oculaire, et cette compression se fait aux dépens de la tunique la plus interne qui est la rétine. Et par finish, elle abîmera cette couche, ce qui aboutira à des lésions irréversibles avec pour conséquence la cécité, c'est-à-dire la perte de la vie. Parlons à présent de la tunique la plus interne de l'œil qui est la rétine. Donc voici une coupe sagittale qui nous montre les trois couches du bulbe oculaire. Nous avons étudié la sclérotique. Après, nous avons étudié la choroïde. Maintenant, nous allons parler de la couche la plus interne qui est la rétine. La rétine, au niveau de l'œil, présente deux portions. Il y a une portion qui s'appelle la portion optique de la rétine et une portion qui est nommée la portion aveugle ou la rétine aveugle. Donc la portion
optique de la rétine s'étend depuis l'ora serrata à ce niveau. Donc vous avez une structure qui s'appelle l'ora serrata, on la voit bien ici, jusqu'au disque du nerf optique. Donc vous voyez que la portion optique est la plus étendue. Donc vous voyez, elle occupe toute cette portion-là. Donc de l'ora serrata jusqu'au niveau du disque du nerf optique. Ensuite, nous avons une petite portion qui correspond à la partie aveugle de la rétine. Donc cette portion se continue en avant avec l'épithélium du corps ciliaire et de l'iris. Cette portion de la rétine est insensible. La rétine, du point de vue macroscopique, est une fine membrane de coloration rosée, transparente et bien vascularisée. Normalement, il n'y a pas de plan de clivage entre la rétine et la choroïde. Donc, il va y avoir un plan de clivage entre ces deux couches dans des situations pathologiques et on parlera de décollement pathologique de la rétine. Cela aboutit également à la perte de la vue ou la cécité. Voyons à présent les trois enveloppes concentriques du bulbe oculaire sur une même coupe. Donc ici nous avons une coupe sagittale qui nous montre les trois enveloppes du bulbe oculaire. La tunique la plus externe s'appelle la sclère ou la sclérotique avec ses deux orifices, un orifice antérieur qui est fermé par la cornée et un orifice postérieur qui est l'orifice de sortie du nerf optique, la deuxième paire crânienne. Ensuite, nous avons la tunique vasculaire avec la portion la plus étendue qui est la choroïde. Ensuite, nous avons le corps ciliaire qui permet d'attacher les cristallins et vient à la partie toute antérieure, l'iris. L'iris qui est percé par un orifice central et circulaire qui s'appelle la pupille. Ensuite, nous avons la tunique nerveuse, la rétine, avec la portion aveugle et ensuite la portion optique qui est la portion la plus étendue. Donc vous connaissez à présent les trois enveloppes concentriques du bulbe oculaire. Abordons dans le deuxième sous-chapitre de la leçon le contenu du bulbe oculaire. Donc voici la liste des éléments contenus dans le bulbe oculaire. Nous avons en premier lieu les cristallins. Ensuite, nous avons la chambre antérieure et la chambre postérieure de l'œil. Vous retenez dès à présent que ces deux chambres sont situées en avant du cristallin. Le troisième élément, c'est la chambre vitrée du bulbe oculaire. La chambre vitrée du bulbe oculaire. Donc, commençons par décrire le cristallin. Donc, ici, nous avons une coupe sagittale qui nous montre les cristallins avec les trois couches concentriques de l'œil. Le cristallin, c'est une lentille biconvexe. Elle est flexible. Elle est située en arrière de l'iris et en avant de la chambre vitrée qui se trouve en arrière.
Le cristallin, vous retenez que le cristallin est un organe plein et il est avasculaire. C'est-à-dire qu'on ne voit pas de vaisseau aller directement au cristallin. En un mot, on peut dire que le cristallin n'est pas vascularisé. C'est un organe avasculaire. Le cristallin présente à décrire deux faces et deux pôles. Les deux faces du cristallin, c'est-à-dire la face antérieure et la face postérieure, se rejoignent au niveau de l'équateur. L'équateur du cristallin est amarré à la zone ciliaire qui transmettent l'action du muscle ciliaire au cristallin lors du phénomène de l'accommodation. Le pôle antérieur du cristallin se trouve en arrière de la pupille. Ici, nous avons une coupe. Donc, le pôle antérieur prend place en arrière de la pupille et le pôle postérieur répond à la fossette hyaloïdienne. C'est une coupe, retenez bien. Ici, nous avons le pôle antérieur qui se trouve en arrière de la pupille et là, nous avons le pôle postérieur. Je prends une couleur, donc ici nous avons le pôle postérieur et ce pôle postérieur répond à la fossette hyaloïdienne. Le cristallin est une lentille biconvexe qui est flexible, qui va laisser entrer la lumière. La lumière passe d'abord traverse d'abord la cornée, ensuite la pupille et ensuite le cristallin. Vous retenez que le cristallin fait converger les rayons lumineux à l'intérieur de l'œil pour les concentrer sur la rétine, la couche la plus interne. Donc c'est grâce au cristallin que l'ensemble des rayons lumineux qui traversent l'œil sont concentrés sur la rétine. Par conséquent, le cristallin permet la mise au point des images de près comme de loin, ce qu'on appelle le phénomène d'accommodation. Ça, c'est un rôle qui est dédié au cristallin. Donc voici une image photographique qui nous montre le cristallin. Donc vous voyez le cristallin, il prend place en avant de la chambre vitrée et en arrière de l'iris. Nous allons à présent parler des deux chambres qui se trouvent en avant du cristallin. Il s'agit de la chambre antérieure et de la chambre postérieure de l'œil. Ici, nous avons le cristallin. Ce qu'il faudrait retenir, en avant du cristallin, nous avons deux chambres. Nous avons la chambre antérieure et nous avons la chambre postérieure. Donc nous avons la chambre antérieure et la chambre postérieure. Vous retenez qu'il y a deux chambres en avant du cristallin. Ces deux chambres sont la chambre antérieure et la chambre postérieure.
la chambre antérieure et la chambre postérieure qui se trouvent en avant du cristallin sont séparées par l'iris. Donc voici l'iris. C'est l'iris qui sépare les deux chambres qui se trouvent en avant du cristallin, la chambre antérieure et la chambre postérieure. Et ces deux chambres communiquent par l'intermédiaire de cette ouverture centrale et circulaire au niveau de l'iris, qui est la pupille. La chambre antérieure et la chambre postérieure, ces deux chambres sont remplies d'humeur aqueuse sécrétée au niveau des processus ciliaires qui prennent place au niveau de la face postérieure des corps ciliaires. Nous avons dit, la répétition est pédagogique. La résorption de l'humeur aqueuse se fait au niveau de l'angle irido-cornéen par l'organe de Schlemm. C'est en cas de non-résorption de ce liquide qui est l'humeur aqueuse qu'on aboutira à une hyperpression intraoculaire appelée le glaucome. Donc voici la situation de la chambre antérieure. Donc la chambre antérieure est située, je prends mon crayon. Donc la chambre antérieure est située entre la face antérieure de l'iris et la cornée. Donc entre la face antérieure de l'iris et la cornée, nous avons une chambre qui est la chambre antérieure. Qu'en est-il pour la chambre postérieure? La chambre postérieure est située entre la face postérieure de l'iris et la face antérieure du cristallin. Donc c'est ici que prend place la chambre postérieure entre la face postérieure de l'iris et la face antérieure du cristallin. À présent, nous allons parler de la chambre vitrée du bulbe oculaire. Pour l'instant, ce que je vous demande de retenir, il y a deux chambres qu'on appelle antérieure et postérieure. Ces deux chambres se trouvent en avant du cristallin. C'est très important de retenir cela. La chambre dont nous allons parler maintenant, c'est la chambre vitrée du bulbe oculaire. Cette chambre, nommée la chambre vitrée du bulbe oculaire, se trouve entre le cristallin et la rétine, qui est la couche la plus interne. Donc ne confondez pas ces trois chambres-là, je vous prie. Donc chambre vitrée, c'est au niveau de la face postérieure du cristallin et la rétine. La chambre vitrée, encore appelée le corps vitré, pour son contenu, elle est appelée par son contenu qui est le corps vitré. Le corps vitré correspond à un liquide visqueux et transparent, enveloppé de la membrane vitrée. Donc au niveau de la chambre vitrée, nous avons un liquide visqueux et transparent. Le corps vitré est traversé par un canal appelé le canal hyaloïdien, et ce canal est tendu de la face postérieure du cristallin au disque du nerf optique. Pour comprendre
la vascularisation du bulbe oculaire, il faudrait se rappeler cette représentation du système carotidien. Donc on voit ici le système carotidien. Ici, c'est la partie ascendante de l'aorte, ce qu'on appelle l'aorte verticale ou l'aorte ascendante. Donc cette partie naît du ventricule gauche du cœur. Donc après, l'aorte ascendante décrit un trajet horizontal et va traverser la ligne médiane pour ensuite se continuer par l'aorte descendante. Très important, vous retenez au niveau de cette partie horizontale de l'aorte les trois troncs supra-aortiques. De la droite vers la gauche, nous avons le tronc artériel brachiocéphalique. Ensuite, nous avons la carotide commune gauche. Et là, nous avons l'artère subclavière gauche. Donc, vous voyez ici, au niveau de ce premier tronc, dénommé le tronc artériel brachiocéphalique, c'est ce tronc brachiocéphalique qui va se diviser pour donner deux artères. Une artère qui va au bras droit appelée l'artère subclavière droite et une seconde branche qui monte dans le cou. Celle-ci s'appelle l'artère carotide commune droite. Nous avons vu que la deuxième branche, c'est l'artère carotide commune gauche. Et la troisième branche, c'est-à-dire le troisième tronc supra-aortique, c'est l'artère subclavière gauche qui va au bras gauche. Donc les deux artères carotides communes. Donc vous voyez ici l'artère carotide commune droite et là l'artère carotide commune gauche. Ces deux artères carotides cheminent dans le cou. Donc elles vont monter verticalement dans le cou, arriver au niveau de la quatrième vertèbre cervicale. Elles vont se diviser après avoir formé un renflement appelé le bulbe carotidien pour donner deux branches. Il s'agit de l'artère carotide carotide interne que vous voyez ici, qui va cheminer dans le cou et pénétrer dans la boîte crânienne, par le foramen carotidien. La deuxième branche de division de l'artère carotide commune, c'est l'artère carotide externe. C'est cette artère-là qui va assurer la vascularisation de tous les éléments du cou, c'est-à-dire le cou, la face, la tête. Donc, toute cette partie-là sont vascularisées par l'artère carotide externe. Remarquez bien, l'artère carotide interne ne donne aucune branche au niveau cervical. Elle est destinée à une structure noble, c'est-à-dire l'encéphale. Pour ce faire, elle ne va donner aucune branche. Elle monte directement, traverse tout le cou et pénètre dans la boîte crânienne par le foramen carotidien. Une fois pénétré dans la boîte crânienne, au niveau de la base du cerveau, voici comment elle va se présenter. Ici, nous avons l'artère carotide interne droite. Là, nous avons l'artère carotide interne gauche. Ça, c'est la partie de l'artère carotide interne qui apparaît dans la partie moyenne de la base du crâne. Elle va constituer un système qu'on appelle le cercle artériel de la base du cerveau ou encore le polygone de Willis, comme aiment dire les cliniciens à l'hôpital. Une fois au niveau de la base du cerveau, les deux artères carotides internes vont donner des branches, appelées des branches collatérales. Donc parmi ces branches collatérales, nous avons ici en avant l'artère cérébrale antérieure. Ici, ça c'est la gauche. Et là, vous avez l'artère cérébrale antérieure droite. Ces deux artères sont reliées par une artère qu'on appelle l'artère communicante antérieure. Une autre branche collatérale de l'artère carotide interne, c'est l'artère
cérébrale moyenne, encore appelée en clinique l'artère sylvienne. La troisième branche, c'est l'artère choroïdienne antérieure que vous voyez ici. Et la quatrième branche de l'artère carotide interne, c'est la communicante postérieure. Donc l'artère communicante postérieure qui relie le système carotidien en avant au système vertébro-basilaire en arrière. La figure que je vous ai présentée tout à l'heure, qui montre le système carotidien, je vous ai montré les deux artères subclavières. Donc au niveau de ces deux artères subclavières, naît une artère qu'on appelle l'artère vertébrale. L'artère vertébrale, il y en a deux. Il y a l'artère vertébrale gauche et l'artère vertébrale droite. Ces deux artères, tout comme les artères carotides internes, cheminent dans le cou et pénètrent dans la boîte crânienne par le foramen magnum que nous avons vu quand on étudiait l'ossologie du crâne. Donc quand ces deux artères vertébrales pénètrent par le foramen magnum au niveau de la base du crâne, elles vont s'anastomoser, c'est-à-dire elles vont s'unir, ce qui est une exception au niveau des artères. En général, les artères se divisent. Mais pour ce qui concerne l'artère vertébrale droite et gauche, elles vont s'unir pour donner naissance à une artère appelée l'artère basilaire. Donc cette artère basilaire va donner comme branche terminale l'artère cérébrale postérieure. Ici, vous avez l'artère cérébrale postérieure droite et là, vous avez l'artère cérébrale gauche. Donc ces deux systèmes-là, ici, ce qu'on appelle le système vertébro-basilaire, formé par les deux artères vertébrales et l'artère basilaire. Donc ce système est relié au système carotidien par les artères communicantes postérieures. Pour ce qui nous intéresse, en ce qui concerne ce schéma portant sur le cercle artériel du cerveau, c'est l'artère ophtalmique ici. Donc, vous voyez là, donc l'artère ophtalmique qui n'est pas dessinée, mais je vais la dessiner tout de suite là. Donc, l'artère ophtalmique naît à ce niveau. Donc, elle naît à ce niveau et elle va se diriger vers le canal optique que nous avons vu quand on a étudié l'ossologie de la base du crâne. Donc cette artère va être accompagnée par les deux nerfs optiques, c'est-à-dire la deuxième paire crânienne. Donc c'est celle-là, l'artère ophtalmique, qui va assurer tous les éléments du bloc oculaire. Tous les éléments. Pas que le bloc oculaire, mais toutes les structures contenues dans la cavité orbitaire sont vascularisées par ces deux artères ophtalmiques. Donc voici ici une vue supérieure du contenu du globe oculaire droit. Ici vous avez la partie antérieure, donc la partie antérieure de la figure, et la partie latérale est ici. Donc au milieu vous avez ici la fosse crânienne moyenne, et en avant vous avez la fosse crânienne antérieure avec certaines structures osseuses que vous reconnaissez très bien. Ici vous avez sur la ligne médiane le processus de la crista galli et une partie de la lame criblée de l'ethmoïde. Donc ici vous avez la cavité orbitaire. Donc voilà ici l'artère carotide interne au niveau de la fosse crânienne moyenne. C'est à ce niveau qu'elle va donner ses branches collatérales. Parmi elles, nous avons ici l'artère ophtalmique. Donc l'artère ophtalmique qui est accompagnée par le nerf optique. Ce que vous voyez là, la structure en jaune, c'est le nerf optique. Donc les deux cheminent par le canal optique, pénètrent dans la cavité orbitaire que vous voyez ici à ce niveau. Là, à ce niveau, l'artère ophtalmique va donner plusieurs branches. Elle va côtoyer d'abord la face externe du nerf optique, ensuite passe au-dessus et ensuite elle va se diriger vers l'angle externe, donc l'angle externe de la cavité orbitaire, donc par l'artère dorsale du nez. Avant
Mais avant, elle va donner des branches qu'on appelle les artères ciliaires. Donc les artères ciliaires courtes et notamment une branche qui est très importante à retenir, c'est l'artère centrale de la rétine à ces niveaux. Donc après l'étude des artères, nous allons maintenant parler des veines qui vont assurer le retour du sang dans la circulation. Donc ici, nous avons toujours une vue supérieure qui nous montre le contenu du bulbe oculaire. Donc nous avons montré ici l'artère ophtalmique qui naît de l'artère carotide interne. Et là, vous voyez ici une veine. En fait, les veines sont parallèles aux artères. Il y a ce qu'on appelle la veine centrale de la rétine. Donc cette veine centrale de la rétine draine toutes les venules plus ou moins satellites des artères, et notamment les veines ophtalmiques. Donc elle est là, donc elle va se continuer après avoir drainé toutes les venules que vous voyez dans la cavité orbitaire. Il y a ce qu'on appelle au niveau de la cavité crânienne un système particulier de drainage. Il s'agit des sinus veineux que vous voyez ici. Donc ici, nous avons une vue supérieure de la durmère intracrânienne. Donc c'est à travers ces vaisseaux-là, ces veines particulières qu'on trouve uniquement dans la boîte crânienne, c'est-à-dire les sinus veineux. Sinon, les autres parties du corps, il y a des veines classiques qu'on appelle les veines, mais au niveau de la boîte crânienne, il y a un type spécifique de veines qui forment ce qu'on appelle les sinus durméliens. Les sinus, c'est quoi? C'est un dédoublement de la durmère qui se trouve au niveau de la boîte crânienne. Ici, nous avons ici en 3 la loge latérocélaire, là. Ici, nous avons la loge latérocélaire gauche et là, la loge latérocélaire droite. Nous avons ici, au-dessus de la selle turcique, la tente de l'hypophyse avec l'orifice qui est là, qui permet aux éléments d'y entrer et d'y sortir. Et là, nous avons ici l'incisure de la tente du cervelet. Donc là, vous vous rappelez quand on a fait la coupe sagittale de la base du crâne, donc on voit que la base du crâne, il y a 3 étages. L'étage antérieur, l'étage moyen et l'étage postérieur. Donc l'étage, qu'on appelle l'étage postérieur de la base du crâne, est séparé de la grande cavité crânienne par cette structure-là, qu'on appelle la tente du cervelet. Cela permet aux éléments de quitter la fosse crânienne postérieure pour aller dans la fosse crânienne moyenne et vice-versa. Donc c'est ce que vous voyez là. Donc latéralement, vous avez un sinus qu'on appelle le sinus pétreux supérieur. Ça c'est le sinus pétreux supérieur gauche. Et là, nous avons le sinus pétreux supérieur gauche. Donc au niveau de la partie toute postérieure, on a un autre sinus qui est le sinus droit. Le sinus droit. Et latéralement, nous avons le sinus transverse ou encore le sinus latéral. Ce qu'il faudrait retenir, c'est que ces sinus-là sont spécifiques au cerveau. Mais puisque nous étudions l'œil, donc les veines qui vont drainer l'œil, vont se drainer dans ces sinus-là qui se trouvent au niveau de la base du crâne. Donc pour faciliter la compréhension, nous allons dessiner cette vue supérieure de la durmère intracrânienne en spécifiant les sinus. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Avant qu'on entame les dessins. Ça va? Ok, d'accord. Donc, l'anatomie du bulbe oculaire connu, nous pouvons à présent aborder le chapitre exploration et application clinique dans le 4e chapitre de la leçon, tout en commençant par le moyen d'exploration.
Pour pouvoir explorer la cavité orbitaire, plus précisément le bulbe oculaire, nous avons les examens paracliniques et parmi ces examens paracliniques, nous mentionnons particulièrement ce qu'on appelle le fond d'œil. Donc ici, vous voyez un médecin, donc là, donc ça c'est le médecin qui est là. En face, vous avez une patiente, donc le médecin réalise ce qu'on appelle un examen du fond d'œil. C'est un examen qui est indolore, il est rapide de réalisation et grâce à une loupe, l'ophtalmologue, c'est-à-dire le médecin qui est spécialisé dans la prise en charge des pathologies de l'œil, on appelle ça l'ophtalmologue. L'ophtalmologue peut observer le fond de l'œil. Qu'est-ce qu'il va rechercher? Il va rechercher les éventuelles lésions, notamment sur la papille optique, c'est-à-dire le débit du nerf optique, la deuxième paire crânienne. Et cette lésion peut survenir dans une pathologie qu'on appelle le glaucome, c'est-à-dire l'augmentation de la pression intraoculaire. Vous vous rappelez le mécanisme, la physiopathologie du glaucome. Donc la seule limite de cet examen est son manque de précision quant à l'étendue des dommages, c'est-à-dire lorsqu'il y a une lésion au niveau de la papille, dans le début du nerf optique, on ne peut pas apprécier l'étendue de cette lésion et cela constitue la seule limite du fond d'œil. Un autre examen très important pour explorer le bulbe oculaire, c'est la mesure de la pression intraoculaire. Cette mesure de la pression intraoculaire se fait par tonométrie. Le médecin recherche une pression intraoculaire supérieure à 21 mm de mercure. Donc, il y a le seuil fixé comme facteur de risque du glaucome. Quand la pression intraoculaire dépasse 21 mm de mercure, cela est considéré comme un facteur de risque du glaucome. Il est important de souligner qu'une pression normale n'exclut pas un diagnostic de glaucome. Il est nécessaire de prendre les résultats de tous les bilans ensemble afin d'établir un diagnostic précis. Il y a un autre examen très important qu'on appelle l'examen de l'angle irido-cornéen. Vous vous rappelez de l'angle irido-cornéen que nous avons vu? Donc c'est l'angle qui est formé par la cornée et la face antérieure de l'iris. Donc une partie de la chambre antérieure de l'œil. Donc l'examen de l'angle irido-cornéen, c'est la mesure de l'angle irido-cornéen par gonométrie. Elle permet au médecin d'avoir une option sur l'écoulement de lumière aqueuse vers le trabéculum. Nous avons vu que la lumière aqueuse, c'est-à-dire le liquide qui est sécrété au niveau de la face postérieure du corps ciliaire par le processus ciliaire, se drainait dans la chambre antérieure et l'absorption se faisait au niveau de l'angle irido-cornéen. Donc cette mesure se fait à ces niveaux. Un autre examen très important, c'est la tomographie par cohérence optique. C'est une méthode, c'est une nouvelle technique extrêmement précise qui vient remplacer peu à peu le fond d'œil. Donc on abrège par l'OCT. Elle a pour but, elle aussi, d'examiner la tête du nerf optique et d'en évaluer les dommages potentiels. Cet examen très efficace tend à se démocratiser, y compris dans les cabinets de ville, surtout dans les pays développés comme la France, malgré un appareillage qui est quand même coûteux. Donc ça demande un appareil très coûteux, mais on peut réaliser cet examen partout. Donc c'est l'examen du champ visuel, c'est-à-dire la tomographie par cohérence optique. Donc c'est un examen du champ visuel
qui permet d'analyser précisément l'altération de la vision sur le côté chez le patient glucomanté, un patient qui a une hyperpression intraoculaire, il s'appelle patient glucomanteux. Cet examen permet également le suivi du traitement du glaucome afin d'évaluer l'efficacité du traitement et l'évolution de la maladie. Donc, dans quelques années, vous serez médecin. Donc, ceux d'entre vous qui vont opter pour traiter les pathologies de l'œil, du bulbe oculaire, donc vous allez vraiment avoir à réaliser cet examen qui s'appelle la tomographie par cohérence optique. Donc, l'évaluation précise des dommages de la tête du nerf optique se fait par la tomographie par cohérence optique. L'ophtalmologue va chercher à prendre une photo très précise des fibres du nerf optique afin d'établir une référence sur le stade de gravité d'atteinte du glaucome. Ceci est rendu possible grâce à l'apparition d'appareils très précis de haute définition comme la tomographie par cohérence optique ou le GDX, c'est-à-dire la polarimétrie à balayage laser. Donc ces différents examens complémentaires permettent de poser la plupart des diagnostics de l'œil du bulbe oculaire. Nous allons parler de certaines de ces pathologies dans le deuxième sous-chapitre dénommé les applications. Les causes des atteintes du nerf optique sont multiples et parfois surprenantes. Nous citons particulièrement la sclérose en plaques, les infections virales, les neuropathies ischémiques, les causes tumorales et certaines maladies auto-immunes. La sclérose en plaques est une maladie du système nerveux central qui touche le cerveau et la moelle spinale. Donc le cerveau se trouve dans la boîte crânienne, c'est l'une des parties de l'encéphale, en plus le cervelet et le tronc cérébral. Vous vous rappelez? Et la moelle spinale se trouve dans la colonne, dans le canal vertébral. Donc cette maladie qu'on appelle la sclérose en plaques affecte la myéline. Donc vous savez, la myéline, c'est la gaine qui entoure et qui protège les fibres nerveuses. C'est sa destruction qui va entraîner cette maladie appelée la sclérose en plaques. Et cette destruction entraîne un ralentissement de la transmission des influx nerveux. Pour que l'information puisse transiter très rapidement du cerveau jusqu'à la périphérie, il faut que les fibres soient myélinisées. Il faut que les fibres aient cette gaine-là, qu'on appelle la myéline. Donc la sclérose en plaques va s'attaquer à cette gaine de myéline et du coup, il va avoir un ralentissement de la transmission des influx nerveux. La sclérose en plaques reste la cause principale des névrites optiques. Elle représente 40% des cas chez les sujets adultes. Les traitements de la sclérose en plaques ont connu des avancées spectaculaires ces dernières années. Quant aux infections virales, notamment les infections post-Covid, Covid-19 que nous avons eu à traiter certains cas à l'hôpital, ces infections représentent également une cause significative depuis 2022. Pour les neuropathies ischémiques, les facteurs de risque cardiovasculaire dominent les tableaux. Il s'agit de l'hypertension artérielle, le diabète et l'hypercholestérolémie. Donc, l'hypertension artérielle, le diabète et l'hypercholestérolémie forment un trio redoutable qui multiplie par 5 le risque de développer cette pathologie. La principale pathologie que vous devrez connaître dès aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le glaucome.
Donc nous allons donner plus de détails par rapport à cette pathologie. Le glaucome, qu'est-ce que c'est? C'est une maladie de l'œil responsable d'une destruction progressive et irréversible du nerf optique. Le plus souvent, elle est causée par une pression trop importante à l'intérieur de l'œil par la non-absorption de lumière aqueuse. L'altération du nerf optique conduit à une amputation progressive du champ visuel et plus particulièrement de la vision périphérique, c'est-à-dire la vision sur les côtés. Il existe deux formes de la maladie, le glaucome à angle ouvert et le glaucome par fermeture de l'angle irido-cornéen. Le glaucome est la seconde cause de cécité dans le monde, derrière la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Qu'est-ce que c'est qu'un glaucome? L'œil ou encore le globe oculaire, nous avons vu, c'est un organe sphérique spécialisé dans la perception des signaux lumineux qu'il transmet au cerveau sous forme de signaux électriques afin de former des images. L'œil est un organe mou comparable à un ballon. En effet, il produit et contient un liquide nommé humeur aqueuse qui, comme l'air dans un ballon, lui donne sa forme sphérique. Cette humeur aqueuse est produite au niveau des corps ciliaires et évacuée au niveau d'un filtre appelé trabéculum. Ce liquide exerce une pression intraoculaire, c'est l'augmentation de la pression au sein de l'œil, qui peut être modifiée en cas de maladie. Dans le glaucome, on peut avoir une perturbation à l'évacuation ou à l'écoulement de l'humeur aqueuse, entraînant une hypertension intraoculaire. Voici les différents types de glaucome. Donc la différence entre les deux types de glaucome dépend de l'origine de l'augmentation de la pression intraoculaire. Le glaucome chronique à angle ouvert. Donc le glaucome chronique à angle ouvert est la forme la plus fréquente de la maladie avec près de 90% des cas de glaucome. Il est provoqué par une altération progressive du filtre d'évacuation, le trabéculum, de l'humeur aqueuse. Donc l'élimination du liquide étant ralentie, on voit apparaître une accumulation de l'humeur aqueuse dans l'œil, ce qui a pour conséquence d'augmenter progressivement la pression intraoculaire. L'hypertension oculaire engendre des lésions sur l'origine du nerf optique, je voudrais dire la papille oculaire. Les dégâts sur la papille sont progressifs mais irréversibles et mènent à une perte du champ visuel périphérique sans récupération. Le glaucome par fermeture de l'angle irido-cornéen. Donc ici, vous avez une coupe là que vous reconnaissez bien, une coupe sagittale du bulbe oculaire de l'œil. Donc vous avez ici l'angle irido-cornéen qui est formé entre la face postérieure de la cornée que vous voyez ici et la face antérieure de l'iris, c'est ce qu'on appelle l'angle irido-cornéen. Donc en cas de fermeture de cet angle irido-cornéen, cela peut aboutir également à la non-résorption de l'humeur aqueuse et entraîner une accumulation au sein de la cavité oculaire, donc le glaucome. Donc comme vous avez vu, il existe un angle entre l'iris
donc l'iris qui donne la couleur des yeux, et la cornée que vous voyez là. Donc cet angle est nommé l'angle irido-cornéen. Cet angle, comme nous l'avons dit, est un lieu de passage pour l'humeur aqueuse vers les trabéculum. Le glaucome à angle fermé correspond à la fermeture de l'angle irido-cornéen qui entraîne un blocage brutal dans l'écoulement de l'humeur aqueuse. Cette interruption provoque une augmentation massive de la pression intraoculaire qui endommage de manière sévère et rapide le nerf optique. Cette maladie, par sa gravité, est considérée comme une urgence médicale car elle met en jeu à court terme le pronostic vital de l'œil. Donc, si l'étiologie du glaucome est due à la fermeture de l'angle irido-cornéen, le malade doit immédiatement aller à l'hôpital pour les soins appropriés, car il s'agit d'une urgence. Quels sont les facteurs favorisant la survenue d'un glaucome? Certains facteurs favorisent l'émergence du glaucome. Il y a l'augmentation de la pression intraoculaire. Pour un individu sain, la pression normale de l'œil est comprise entre 14 et 16 mm de mercure. Au-delà de 21 mm de mercure, la pression devient le principal facteur favorisant le glaucome. Cependant, toutes les personnes atteintes d'hypertension intraoculaire ne souffrent pas de glaucome. Et inversement, car une personne glaucomateuse n'a pas forcément d'augmentation de la pression intraoculaire. Il s'agit en fait d'un cas qui est rare. Néanmoins, il existe de rares cas où les patients développent un glaucome avec une pression intraoculaire normale. Les autres facteurs de risque, on appelle des facteurs de risque divers, ont été identifiés notamment la myopie, donc qui rend l'œil plus fragile, l'âge, l'hérédité avec un risque de glaucome plus élevé dans certaines familles. Nous avons l'hypertension artérielle qu'on appelle HTA. Donc l'hypertension artérielle correspond à une augmentation à une pression trop élevée dans le vaisseau sanguin. Lorsque la pression artérielle est supérieure ou égale à 140 sur 90 mm de mercure ou plus, on parle d'hypertension artérielle. Comme autre facteur du glaucome, nous avons le diabète. Le diabète, c'est un trouble de l'assimilation, de l'utilisation et du stockage de sucre provenant de l'alimentation. Cela se traduit par un taux de glucose élevé dans le sang appelé l'hyperglycémie. La glycémie normale est située entre 0,70 et 1,10 g par litre. Comme d'autres facteurs de risque, nous avons une corticothérapie de longue durée. C'est-à-dire quand il y a un malade chez qui on administre des corticoïdes, un produit qu'on appelle le corticoïde, si le traitement reste longtemps en place, cette corticothérapie constitue également un facteur de risque. L'origine géographique, les personnes de peau noire et d'origine africaine sont notamment plus sujettes au glaucome. Maintenant, quels sont les symptômes d'un glaucome? Les deux types de glaucome entraînent une destruction du nerf optique, plus ou moins rapide. Pour le glaucome chronique à angle ouvert, cette maladie évolue plus souvent de manière silencieuse. Au départ, le glaucome chronique à angle ouvert
se développe sans aucune douleur ou autre signe apparent. C'est pour cela que le diagnostic est souvent découvert lors d'une consultation ophtalmologique de routine. Lorsque la maladie est plus avancée, le glaucome chronique à angle ouvert peut être révélé par des douleurs oculaires, donc des douleurs au niveau des yeux, par une baisse du champ visuel, notamment sur les côtés. Le glaucome par fermeture de l'angle irido-cornéen. Ce type de glaucome est une urgence médicale. En effet, l'augmentation rapide et brutale de pression intraoculaire engendre des symptômes sévères caractéristiques. Il s'agit de l'œil très rouge avec cercle périkératique. L'ensemble de l'œil est rouge et un cercle de petits vaisseaux rouges se forme autour de l'iris. Le deuxième signe du glaucome par fermeture de l'angle irido-cornéen, c'est la douleur oculaire qu'on peut voir également dans le glaucome à angle ouvert. Cette douleur oculaire est extrêmement violente, qualifiée d'effroyable. Donc si c'est un glaucome par fermeture de l'angle irido-cornéen, il s'agit d'une douleur qui est terrible. Il s'agit d'une douleur très forte. Après, nous avons comme autre signe une diminution rapide de l'acuité visuelle avec perception de halos colorés, la perte de la vision des formes et une vision floue. Ce sont les autres signes qui sont en faveur du glaucome par fermeture de l'angle irido-cornéen. Comme autre signe, nous avons une semi-mydriase aréflectique, c'est-à-dire que la pupille, vous voyez la partie noire de l'œil, est à moitié ouverte et ne bouge plus en fonction du changement de l'intensité lumineuse. Comme autre signe, nous avons les nausées, les vomissements liés au déficit visuel. Nous pouvons également voir chez ces patients-là ce qu'on appelle les troubles de l'équilibre à cause des troubles visuels et de la douleur oculaire. Quels sont les traitements disponibles contre le glaucome? La prise en charge du glaucome à angle ouvert. Le but de la prise en charge du glaucome à angle ouvert est de limiter l'atteinte de la tête du nerf optique en diminuant la pression intraoculaire jusqu'à une valeur cible fixée par l'ophtalmologue en fonction du stade de sévérité et des caractéristiques du patient. La première prise en charge proposée dans un cas de glaucome à angle ouvert est toujours l'extirpation d'un ou de plusieurs collyres. Il existe 3 grandes classes de collyres qui ont toutes pour but de diminuer la pression intraoculaire, mais par différents mécanismes. Ces gouttes sont prises soit seules, soit en association. Nous avons les bêta-bloquants, dont la molécule la plus utilisée est le timonol. Cette classe de collyres vise à diminuer la production d'humeur aqueuse, ce qui a pour effet de diminuer la tension dans l'œil. Après, nous avons les inhibiteurs de l'anhydrase carbonique, dont la molécule la plus utilisée est la brinzolamide. Ces molécules diminuent aussi la formation de l'humeur aqueuse, mais par un moyen différent des bêta-bloquants. Après, nous avons les analogues des prostaglandines, dont une des molécules est
la tanoproste. Donc, ils abaissent la pression intraoculaire en augmentant l'élimination de l'humeur aqueuse. En ce qui concerne ces gouttes-là, ces gouttes sont prises, comme nous l'avons dit, soit seules, soit en association en fonction du stade de gravité et de la sensibilité du patient, à un ou plusieurs de ces mécanismes. Enfin, l'utilisation de collyres en conditionnement et de dose peut limiter certains désagréments comme l'irritation et des rougeurs. Cela s'explique par le fait que les unidoses ne contiennent pas de conservateurs qui peuvent irriter les yeux. Il y a un traitement qu'on appelle le traitement laser. Ce traitement consiste en l'emploi d'un laser dirigé sur le trabéculum afin de rendre celui-ci plus poreux, ayant pour effet une augmentation de l'écoulement de l'humeur aqueuse et une baisse de la pression intraoculaire. Si l'ensemble des collyres ne présente plus d'effet, l'ophtalmologue peut opter pour un traitement laser. Bien que le laser donne de bons résultats, ils ne sont pas définitifs. Une réintroduction des collyres est souvent nécessaire quelques mois ou années après l'intervention. La chirurgie du glaucome, comme vous voyez sur cette figure-là, est l'ultime recours lorsque la vue continue de baisser malgré les autres traitements. Donc les interventions du glaucome sont complexes et visent à créer une nouvelle voie d'élimination de l'humeur aqueuse. Donc ce nouveau passage du liquide permet souvent une baisse suffisante de la pression intraoculaire. Cependant, ces gestes chirurgicaux ne permettent en aucun cas la récupération des capacités visuelles. Concernant la prise en charge du glaucome par fermeture de l'angle, le glaucome par fermeture de l'angle irido-cornéen nécessite une prise en charge en urgence, car il met en jeu le pronostic vital de l'œil. L'objectif thérapeutique est d'abaisser le plus rapidement possible la pression intraoculaire afin d'éviter des dommages trop importants de la tête du nerf optique, c'est-à-dire la papille. Le traitement de référence est l'iridotomie par traitement laser. L'ophtalmologiste perce l'iris pour permettre la recirculation de l'humeur aqueuse vers le trabéculum. Ensuite, la prévention des taux risques de récidive nécessite un suivi et une prise en charge médicamenteuse ainsi qu'une surveillance à vie. Pour conclure, l'anatomie du bulbe oculaire constitue un prérequis pour la compréhension de la sémiologie et de la pathologie. Elle constitue également un préalable pour l'interprétation correcte des examens morphologiques et surtout pour la réalisation des interventions chirurgicales. Donc pour plus d'informations, je vous présente la bibliographie suivante pour approfondir la leçon et je vous remercie de votre attention.